Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le lundi 9 mai. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le nouveau code s'avère désastreux pour les candidats au permis de conduire. La réforme sera revue. Trop d'accidents de la route à EDF, l'entreprise invite ses agents à un stage sécurité routière. Une semaine de blocage à la caisse des écoles de Bémao et la cantine scolaire en est perturbée. Le journal, Aurélie Ronze. Et autre temps fort de l'actualité aujourd'hui, les différents rebondissements concernant la destitution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Le président de l'Assemblée a annoncé aujourd'hui l'annulation du vote des députés. On y reviendra en détail dans notre page Caraïbes. Et puis nous parlerons également ce soir d'économie avec notre invité, Suzel Hutto-Bock, chef du service animation économique, développement économique des quartiers de Cap Excellence, pour les premières rencontres économiques territoriales qui se tiendront ce mercredi. Mais avant, parlons d'un sujet qui fait polémique maintenant depuis plusieurs jours, le nouveau code de la route. Mis en place la semaine dernière, il est déjà remanié. Dès demain, en effet, les questions les plus difficiles seront retirées. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Je fais des pauses régulièrement. Réponse C. Et voilà une nouvelle réforme qui sur le papier semblait louable. Mais dans les faits, c'est loin d'être le cas. Depuis le 2 mai dernier, l'épreuve théorique générale du permis de conduire s'est modernisée. Cependant, le taux de réussite national est de 16,7% au lieu de 70% auparavant. Chez nous, les professionnels du secteur font le même constat. Taux d'échec très important en Guadeloupe comme partout en France parce que les questions elles ont beaucoup changé et les auto-écoles n'ont pas eu le temps d'entraîner les élèves ou les candidats. En 2 jours d'examen, j'ai passé pas loin de 200 candidats et il y en a 4 qui l'ont eu. C'est quand même très peu par rapport aux entre 40 et 50% qu'on a d'habitude. Oui, effectivement, il y a beaucoup plus d'échecs. Donc il y a des questions qui sont vraiment compliquées, qui sont aléatoires. Et donc les élèves très souvent ne sont pas préparés. Puisqu'il y a beaucoup de changements, très souvent les élèves ne sont pas prêts. Après, ils reviennent sur leurs décisions. Donc c'est par rapport à tout ça aussi. C'est vraiment notoire. Hein. Même au niveau de l'examen. Si quelqu'un est sorti du système scolaire, donc il a des petites difficultés de lecture, même de compréhension, nous moniteurs, il faut prendre le relais, on va dire. Et en plus de la formation code, il faut en plus peut-être l'apprendre à mieux lire, à comprendre un peu plus certains mots, tout ça. Première depuis 1998, cette nouvelle réforme complète du permis de conduire, avec l'ajout de ces 362 questions, est pour l'instant un échec, obligeant même le gouvernement à revoir sa copie au vu de ses premiers résultats catastrophiques, selon le délégué ministériel. Et on va rester sur la route avec les agents d'EDF Archipel Guadeloupe de Bergevin qui sont sensibilisés cette semaine à la sécurité routière. Ces matinées ont lieu au vélodrome de Gourdeliane et ont pour objectif de remettre à niveau leurs connaissances en matière de sécurité. La direction d'EDF Archipel Guadeloupe dénombre chaque année entre 20 et 30 accidents, un chiffre qu'elle compte bien faire diminuer. Le reportage de Muriel Barlagne. Quand je conduis mon véhicule, je fais des choses que je ne fais pas quand je conduis un véhicule EDF. Alors, parce que je sais que quand je conduis le véhicule EDF, c'est l'image d'EDF que je véhicule. Les agents du centre EDF de Bergevin sont invités à analyser leur comportement sur les routes durant toute la semaine. La sensibilisation aux risques routiers professionnels se fait en 2 volets, un volet théorique et un volet pratique. Pour la théorie, c'est le psychologue clinicien Hérol Nuissier qui intervient. Alors, la priorité, c'est de permettre aux stagiaires de réfléchir sur leur comportement de façon à savoir ce qui pose problème dans leur conduite, comment changer leur conduite, leur manière de conduire, d'agir sur la route et comment aider les autres à changer de comportement. L'idée, c'est que nous n'avons pas seulement affaire à des chiffres, à des statistiques pour comprendre les problèmes de sécurité routière. Nous avons d'abord affaire à des comportements individuels et collectifs qu'il faut changer par une prise de conscience individuelle de ce que soi-même on peut changer. Côté pratique, les stagiaires sont invités à conduire une voiture équipée du dispositif Easy Drift, des pneus recouverts d'une membrane lisse qui facilite la perte d'adhérence des 30 km/h. C'est un dispositif très intéressant parce que pédagogique. Il nous permet à faible vitesse de reproduire des situations de perte de contrôle que l'on peut vivre effectivement à des allures beaucoup plus élevées.
Voilà, donc c'est évidemment très intéressant pour que les conducteurs comprennent qu'il ne faut pas se retrouver dans ces situations-là. C'est complexe de se retrouver dans une situation de perte de contrôle, évidemment, et de devoir gérer ça également. Nous sommes des chargés d'affaires, nous sommes quotidiennement sur les routes en train de travailler, donc nous sommes des professionnels aussi de la route. Donc c'est l'une des raisons qui fait que c'est un stage qui est très important pour nous, de façon à maîtriser le véhicule et avoir un comportement un bon comportement sur la route. Sur les 549 agents que compte EDF Archipel Guadeloupe, près de 300 sont sur les routes. Comme tout usager, ils sont soumis aux risques routiers et se retrouvent parfois impliqués dans des sinistres. On compte tous les accidents, évidemment, toutes les fois où les agents EDF sont concernés, y compris quand il y a un peu de tôle, hein, et on est sur une vingtaine, 20 à 30 par an, ce qui est évidemment trop, on veut le réduire. Après, ce n'est pas spécifique à EDF, mais on a pour ambition de réduire fortement ce nombre. Pour cette action de sensibilisation qui se déroule au Vélodrome de Gourdeliane, 10 agents sont reçus chaque jour. Des matinées pour déclencher une prise de conscience et permettre peut-être de sauver des vies. L'actualité en bref, la terre a encore tremblé aujourd'hui en Guadeloupe à 9h36 ce matin. Un séisme de magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter a été localisé à l'est-sud-est de la Désirade à 23 km de profondeur. Et hier matin déjà, un tremblement de terre de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter avait été localisé au nord d'Anse-Bertrand. L'actualité sociale à présent avec les employés communaux de BMAO qui poursuivent leur mouvement de grève entamé la semaine dernière. Ils réclament des garanties sur l'action sociale, notamment sur la gestion des carrières. Un mouvement qui a directement un impact sur les écoliers. Le service de restauration de BMAO est à l'arrêt, ce qui signifie pas de cantine pour les enfants. Les parents doivent donc s'organiser comme l'ont constaté ce midi Florian Ojoula et Marion Bordier. Pas de cantine pour les petits bémaotiens depuis lundi dernier. Chaque jour, la même scène. À 11h30, les parents doivent venir chercher leurs enfants. Pas facile pour ceux qui habitent loin, n'ont pas de voiture ou travaillent. C'est vraiment galère parce que moi je sors de Pointe-à-Pitre, puisque je travaille à Pointe-à-Pitre. Je suis en crèche, donc il faut que je laisse les enfants en crèche, courir récupérer Maurice Satino, puis revenir ici et repartir sur Pointe-à-Pitre. Et revenir à 1h30 et 14h pour les nuits. Jusqu'alors, les parents ne pouvaient déposer de repas pour le déjeuner de leurs enfants le matin. Certains parents décident de ne pas les ramener à l'école l'après-midi. Quant au paiement de la cantine, beaucoup craignent de ne pas être remboursés. Par rapport au paiement de la cantine, je ne sais pas si on va être remboursé puisque c'est un forfait. Donc qui dit forfait dit pour le mois, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère quand même qu'ils vont faire un petit geste. Les grévistes continuent à bloquer la cuisine centrale de BMAO. Revalorisation du régime indemnitaire, de retraite, de carrière et amélioration des conditions de travail, telles sont leurs revendications. On nous demandait effectivement qu'ils mettent des camions conformes à la législation concernant les restaurations pour distribuer les repas dans les cantines. Ça, c'est un problème de conditions de travail et de santé publique également. Il y a d'autres problèmes, notamment nous sommes au stade bientôt il va y avoir une manifestation, mais il faut savoir que ce stade-là, il y a un paquet de débris, un paquet de cochonneries qu'il y a depuis des années. Nous demandons aussi à mettre des vestiaires pour les agents. Des revendications qui datent de janvier et pour le moment, des changements n'ont eu lieu qu'en matière d'organisation. Selon les agents, il reste beaucoup à faire, notamment au niveau des chèques déjeuner. Les agents ont un chèque déjeuner qui est mis en place depuis 2006. Ça fait plus de 10 ans qu'il a fait l'objet de revalorisation. Et chaque déjeuner là, c'est de 12 tickets à 7 €. Nous demandons effectivement à passer à 20 tickets et en augmentation à 9 €. Les agents souhaitent un accord avec la municipalité pour mettre fin à leur action. En attendant, les parents d'élèves de BMAO doivent s'organiser. Et comme vous l'avez donc entendu au début de ce reportage, à partir de demain, les parents pourront laisser des plats préparés dans cette école maternelle Lucette Irène Célani à BMAO. On va parler économie maintenant avec la communauté d'agglomération Cap Excellence qui organisera ce mercredi des rencontres économiques territoriales. Il s'agit de la première édition. Pour en parler, nous recevons ce soir Suzel Utobok, chef du service animation économique, développement économique des quartiers à Cap Excellence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à qui s'adressent ces premières rencontres ?
Alors, ces premières rencontres s'adressent économiques territoriales de Cap Excellence, qui auront lieu, comme vous l'avez dit, mercredi 11 de 9h à 19h, s'adressent spécifiquement au monde économique, et plus particulièrement les porteurs de projets et les acteurs économiques déjà en place sur le territoire. Il faut savoir que sur Cap Excellence, nous avons 16 000 entreprises déjà implantées. Alors on va en parler dans quelques instants, donc du déroulement notamment de cette journée. Alors ce sera aussi l'occasion de présenter les actions qui sont engagées dans le cadre du plan d'action stratégique économique communautaire. Est-ce que vous pouvez justement nous citer quelques-unes de ces actions ? Alors sur les actions de développement économique qu'on retrouve parmi les 55 qui sont dans le plan d'action stratégique économique du PASEC, nous retrouvons les zones d'activité qu'on est en train de restructurer, telles que les zones d'activité de Doutémar, de Pointe-à-Pitre, de Bémao. Nous retrouvons aussi le MAG, le marché alimentaire de gros, qu'on mettra aussi en place, voilà, les actions phares de l'année, et puis ensuite l'accompagnement des acteurs économiques. Alors vous l'avez dit, ces rencontres s'adressent notamment aux porteurs de projets. Quel intérêt y a-t-il à implanter justement son entreprise sur le territoire de Cap Excellence ? Parce que sur le territoire de Cap Excellence, nous bénéficions, comme je le disais tout à l'heure, de 16 000 entreprises. Nous avons un territoire attractif au niveau de la fiscalité. Nous avons des zones d'activité aussi qui sont assez attractives. Nous avons Jarry, nous avons sur les abîmes Doutémar, nous avons Pointe-à-Pitre. Donc, il y a un intérêt pour les acteurs économiques à s'implanter sur ce territoire, qui est un territoire central d'ailleurs, où nous avons le port, nous avons l'aéroport qui sont aussi implantés. Quand vous parlez de fiscalité attractive, vous entendez quoi par là ? Alors, la fiscalité que nous avons sur le territoire de Cap Excellence, nous avons des zones franches, nous avons des quartiers, des QPV, où on a des exonérations pour ceux qui s'y installent. Et c'est c'est presque pour les porteurs de projets un bénéfice, en tout cas de s'installer et de bénéficier de ces exonérations pour démarrer une entreprise. Alors comment va s'articuler cette journée de mercredi ? Alors cette journée de mercredi commencera déjà par l'accueil, le mot de bienvenue du maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Ensuite, l'accueil du président de Cap Excellence, son discours, son allocution d'ouverture. Ensuite, on continuera avec les conférences débats. Il y en a 6. Alors, quels thèmes seront notamment abordés lors de ces conférences débats ? Il y a 6 thèmes. La fiscalité directe locale de l'agglomération centre, vecteur de compétitivité de nos entreprises, l'analyse des comptes annuels, outils de prévention des difficultés des entreprises, animation culturelle, quelles opportunités pour les acteurs économiques de la région, quelles opportunités d'affaires de l'agglomération centre, l'innovation dans les entreprises, enjeux de création d'activités d'emploi et de valorisation de l'environnement. Et enfin, la dernière, qui est le point d'orgue, c'est l'intervention publique au service de l'emploi et de la croissance. Et parallèlement, il y aura également des ateliers, nous pratiques. Avons 3 ateliers. Réduire ces déchets à la source pour mieux les gérer avec la Direction générale de Cap Excellence du développement durable, en collaboration avec la CCI, l'accompagnement et le financement et l'embauche par la BGE, Projectiva et Initiative Guadeloupe, et l'atelier CREA, Créer, Entreprendre, Reprendre autrement, avec Guadeloupe Expansion. Et puis dernière question, voilà, il y aura aussi 26 partenaires, pas des moindres, qui seront sur le forum, qui recevront les acteurs économiques pour discuter, expliquer, échanger. Voilà. Et puis après, nous aurons à contacter parce qu'on ne voudrait pas que ça soit les premières rencontres pour que ça soit une première rencontre. Après, on aura, comme on peut dire, après un service après-vente, nous allons contacter nos visiteurs qui sont venus à la recherche d'informations pour savoir comment ça se passe. Il y aura quand même un suivi. Je dirais, après ces rencontres, il y aura un suivi. Voilà, donc on rappelle ces premières rencontres se dérouleront ce mercredi. On rappelle les horaires et le lieu aussi. 9h, 19h au hall Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre. Merci Suzelle Hutto-Bock d'avoir accepté notre invitation ce soir. On va parler de santé maintenant avec cette journée de dépistage et de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles. C'était organisé aujourd'hui à Petit-Bourg. Au programme des ateliers d'échange et la possibilité également de se faire dépister. Plus de détails avec Yoann Charpentier-Titi. La Maison de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale est une observatrice privilégiée des comportements des jeunes. La journée de sensibilisation et de dépistage ne s'est donc pas tenue par hasard, car apparemment,
le message a du mal à passer. Ils se disent que ça arrive toujours aux autres, de toute façon. Et puis entre jeunes, normalement, ils ne devraient pas être malades, puisqu'ils sont jeunes, ils sont en bonne santé. Oui, on voit que de plus en plus, les jeunes, c'est pas qu'ils ne soient pas informés, mais ils ne se sentent pas concernés. Pourtant, les infirmières scolaires réalisent un travail de prévention dès le primaire et le collège. Il y a parfois quand même des petites résistances sur des croyances erronées. Donc notre rôle, c'est un petit peu de rétablir la vérité. Et surtout, nous sommes là à l'écoute, nous donnons des conseils, nous les orientons aussi parfois vers des partenaires, dans des structures adéquates, parce qu'ils sont jeunes, certains sont déjà en activité sexuelle, si nous pouvons dire ça ainsi. Et donc, il faut qu'ils soient bien préparés pour ne pas aller à la catastrophe. Une catastrophe qu'ils sont trop et de plus en plus nombreux à connaître. Nous sommes en recrudescence de la syphilis, en recrudescence du VIH chez les jeunes, en recrudescence de la chlamydia. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, qu'il faut se protéger. Le maître mot de ces IST, pour se protéger contre ces IST, c'est le préservatif. Mais si l'on parle beaucoup du VIH, un autre fléau potentiellement mortel touche la population, les hépatites B et C. Transmissibles par voie sanguine ou sexuelle, elles peuvent engendrer cirrhose ou cancer du foie si elles ne sont pas dépistées à temps. Il existe un vaccin efficace contre l'hépatite B et un traitement permet de soigner 90% des cas d'hépatite C, à condition bien sûr de se faire dépister. Il y a 1 million de morts par an de par le monde dues aux hépatites. En Guadeloupe, on estime qu'il y a entre 40 et 50 décès dus aux hépatites, ce qui est énorme. Et ce sont des maladies asymptomatiques. Vous pouvez être considéré être en bonne santé, puis un jour ou l'autre, vous vous retrouvez pas bien, vous allez chez votre médecin et on vous diagnostique hépatite B ou hépatite C. Et là, il est trop tard déjà. Pour tous les participants de cette journée de sensibilisation, un seul mot d'ordre, protégez-vous. Un chiffre à présent, 580, c'est le nombre de kilos de cocaïne saisis mercredi dernier au large de Pointe-Noire, en Guadeloupe. La drogue se trouvait à bord d'un voilier barré par un couple d'Italiens. Ils ont tous les deux été placés en détention provisoire. Une conférence de presse d'ailleurs aura lieu demain à Fort-de-France pour donner plus de détails sur cette saisie. Il y a 2 semaines déjà, 700 kilos de cocaïne avaient été saisis au large de la Martinique. Et la Martinique qui nous emmène justement à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, où nous parlerons évidemment de ce rebondissement aujourd'hui dans l'affaire de destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Le président intérimaire de la Chambre des députés brésiliens a annulé aujourd'hui la procédure de destitution. Nous irons également ce soir au Mexique avec une autre procédure, celle de l'extradition d'El Chapo. Voici l'actualité Caraïbe. À la surprise générale, Valdir Maranhão, le président en exercice du Congrès des députés, vient d'annuler le vote des députés qui avaient approuvé le 17 avril dernier la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Cette décision crée une totale confusion dans la mesure où les sénateurs étaient appelés à voter cette semaine l'ouverture formelle du procès en destitution de Madame Rousseff pour maquillage des comptes publics, synonyme de mise à l'écart du pouvoir de la présidente pour 6 mois en attendant un jugement final. Monsieur Maranhão a justifié sa décision par des irrégularités survenues lors de ce vote, au cours duquel 367 députés sur 513 s'étaient prononcés en faveur de la motion. Il reproche notamment à certains députés d'avoir exprimé publiquement leur position avant le scrutin. Le président de la Chambre précise qu'un nouveau vote doit être organisé sur la destitution, sans en préciser la date. Le transfèrement d'El Chapo vers une prison plus proche de la frontière américaine avait été accueilli avec suspicion. La présidence mexicaine avait même dû mettre les choses au clair samedi en précisant que ce transfèrement ne répondait absolument pas à une demande d'extradition des États-Unis. Mais l'avocat du baron de la drogue a de nouveau fait planer le doute ce dimanche en indiquant que son client pourrait bien être envoyé prochainement aux États-Unis. L'avocat du baron de la drogue, José Refugio Rodriguez, a précisé qu'un juge d'un tribunal pénal fédéral avait donné un avis favorable à son extradition vers les États-Unis. En vertu de cette décision, le ministère mexicain des Affaires étrangères a désormais 30 jours pour se prononcer sur l'extradition ou non du baron de la drogue.
C'est la belle histoire du jour. William Gadouri, un Québécois de 15 ans passionné des Mayas, a réussi à découvrir une nouvelle cité en appliquant une théorie selon laquelle cette civilisation choisissait l'emplacement de ses villes en fonction de la position des constellations. Résultat, à seulement 15 ans, William Gadouri est devenu la coqueluche de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et de l'Agence spatiale japonaise. Pour établir la véracité de cette théorie, William Gadouri a analysé 22 constellations mayas et s'est aperçu que, s'il reliait sur une carte les étoiles des constellations, la forme de chacune d'entre elles correspondait au positionnement de 117 cités mayas. Aucun scientifique n'avait jusque-là établi une telle corrélation. Il a ensuite décidé d'analyser une 23e constellation composée de 3 étoiles. Elle ne correspondait qu'à 2 villes sur la carte, et il en a déduit qu'une ville manquait. Après vérification des images satellites, il a été établi qu'il y avait bien une pyramide et une trentaine de bâtiments dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, à l'endroit indiqué par le jeune homme. Prochaine étape, se rendre sur place. Le jeune homme a émis le souhait d'aller voir de lui-même cette cité qu'il a découverte. Un travail de recherche qualifié d'exceptionnel par les experts qui lui a valu une médaille du mérite, remise par l'Agence spatiale canadienne. Et notez que dans l'affaire de destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff, le Sénat, de son côté, vient de confirmer la poursuite du processus de destitution. Un véritable imbroglio autour donc de cette procédure. Allez, retour en Guadeloupe. On s'intéresse ce soir au rimède rasier. De plus en plus de ces plantes à vocation médicinale sont entrées dans la pharmacopée française. Une dizaine d'entre elles proviennent d'ailleurs de chez nous, notamment le gombo ou encore la calebasse. Anne-Elisabeth Artsen s'est rendue dans un jardin créole à Bémao. Son reportage. À tout mot, TPI, oreilles à mulattes, rimède rasier quoi? Depuis quelques années, les plantes médicinales d'outre-mer font leur entrée dans la pharmacopée française. Sur les 46 plantes reconnues, une quinzaine sont originaires de Guadeloupe. Gervaise Zélateur a créé son jardin médicinal à Bémao. Titi, comme on la surnomme affectueusement, est quasiment incollable sur la question. Oreilles à mulattes, ou alors on l'appelle chance, et aussi c'est la plante aussi qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. Cependant, elle est très très appréciée pour... c'est un antioxydant comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour renforcer les défenses immunitaires du corps, on pourrait normalement la consommer aussi comme les épinards. Ici, les feuilles de gombo aussi, ce sont des feuilles que l'on utilise, que l'on peut manger. La fleur, on fait le thé avec quand on a la grippe, mais on fait aussi le thé quand on est constipé. Bon, sinon, il y a la calebasse qui est à côté. Eh bien, la calebasse, tout le monde connaît la calebasse. C'est un arbre quand même assez de notre patrimoine culturel, je dirais, puisque ce sont les Amérindiens qui l'ont amené. On peut traiter également les brûlures avec le produit qui se trouve dans la calebasse. Elle est cicatrisante. Donc, quand on a une plaie, on peut la soigner avec. Il existerait environ 650 plantes à vocation médicinale en Outre-mer. Longtemps prohibées, elles se font de plus en plus une place dans notre manière de nous soigner. Même s'il est vrai que les anciens, eux, les utilisaient déjà. Cependant, chaque plante possède des principes actifs dont certains peuvent être toxiques. Alors, respectez les dosages pour que le rimède rasier ne rime pas avec poison. Allez, on va terminer cette édition avec cette exposition à découvrir ou bien à redécouvrir à Vieux-Bourg, aux Abîmes. Art et douceur de Bernard Pinsemaille a été prolongé jusqu'à la fin du mois de mai. Il expose des toiles de l'art contemporain sur des supports naturels. Il a voulu notamment représenter la diversité culturelle de la Guadeloupe. Présentation de cette exposition en compagnie de Marion Bordier. Les pigments s'étalent sur les toiles de jute. Les feutres noirs habillent les feuilles de papier, la peinture égaye les toiles blanches et les tissus sombres. Voici un aperçu de l'exposition Art et douceur, un véritable hymne aux premiers habitants de l'archipel. C'est une œuvre qui est l'origine de mon travail. Toute la base et la construction de mon travail, de mon écriture autour des Caraïbes et des Amérindiens. Et cette rencontre aussi avec le maquis culturel. Outre les toiles blanches et de jute, c'est sur l'ardoise, les vêtements, les racines, l'écorce, le bois du moringa et le tuf que les œuvres ont pris vie. Des œuvres aux formes généreuses, dont certaines virevoltent au gré des courants d'air de la salle d'exposition.
Les teintes dominantes, le blanc, le vert, le jaune, le brun, le rouge. Nées de l'utilisation des couleurs primaires, elles font écho à celles de la terre et des végétaux. Parfois extraits d'ouvrages ou bien paroles entendues ici et là viennent leur tenir compagnie et donner sens. Cette œuvre symbolise une rencontre assez particulière qui s'est passée avec des écrivains. Il y a eu une narration de texte qui s'est faite, il y a eu des textes, des mots qui me sont restés en mémoire et qui ont été posés sur la composition. Ces mots tournent autour du passé, autour du présent, autour des gens, autour de l'univers. Cet art figuratif contemporain, réalisé sur des supports naturels et inédits, montre que l'atypique peut se mettre avec brio au service de la modernité. Cette œuvre est assez particulière puisqu'elle matérialise un élément qui est important, qui est l'habitat, qu'on retrouve sur la partie supérieure. Toujours cette présence de masque, mais aussi humaine, avec l'homme et la femme, avec un changement d'expression qu'on retrouve sur le centre, pour arriver à un élément qui est en courbe et qui ressemble à un plateau, qui est à l'image d'un plateau et qui, en fin de compte, qui accueille et qui fait le lien entre le dedans et le dehors. Art et douceur élaboré par Bernard Pinsemaille ne cesse de se renouveler en accueillant de nouvelles curiosités. Et une exposition donc à découvrir jusqu'à la fin du mois de mai. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin. Vous aurez le droit à un soleil voilé avec également quelques risques d'averses dans la région de Saint-François. Les températures afficheront dans la matinée entre 24 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique Minute Sport d'Éric Pommier qui vous fera découvrir les coulisses du premier rallye auto de la saison. Puis vous retrouverez également votre émission hebdomadaire Controverse présentée par Jean-Luc Icard. Pour ma part, je vous retrouve demain à 12h30 pour votre édition locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.